Au tribunal, mon ex a dit, elle est émotionnellement instable, elle a frappé notre fille. Son avocat a remis de fausses photos. Le juge semblait convaincu jusqu'à ce que ma fille de 9 ans se lève sa tablette et dise « J'ai enregistré ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là ». La salle s'est figée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque mon ex s'est levé au tribunal pour déclarer, elle est émotionnellement instable. Elle a frappé notre fille, je jure que la pièce s'est mise à tourner. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Je l'ai simplement fixée, essayant de comprendre comment l'homme que j'avais aimé autrefois pouvait mentir ainsi sous serment. Il regardait le juge droit dans les yeux, comme s'il annonçait la météo, calme, posé, froid. Ensuite, son avocat a tendu un dossier contenant des photos. Des bleus sur le bras de ma fille. Caleb a affirmé que j'avais perdu le contrôle, que je l'avais blessé lors d'une sorte de crise de nerfs. Le juge tenait les clichés à deux mains. Il n'a rien dit, il m'a juste regardé. J'ai senti mon estomac se nouer. Mes mains tremblaient. J'ai essayé de parler, mais ma voix s'est étranglée dans ma gorge. Je voulais hurler, c'est faux. Je ne lui ferai jamais de mal. Mais je pouvais le voir, le doute se lisait sur le visage du juge. À cet instant, j'ai réalisé que je pourrais perdre ma fille pour toujours. C'est alors que, du fond de la salle d'audience, ma fille de 9 ans, Aria, s'est levée. Elle serrait sa tablette rose contre sa poitrine et s'est avancée droit vers le devant de la salle. Elle paraissait si petite à côté du bureau du juge, mais sa voix ne tremblait pas. J'ai enregistré ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, a-t-elle dit. L'assemblée s'est figée. Tous les regards se sont tournés vers elle. Le sourire narquois de Caleb s'est effacé. Son avocat s'est agité, mal à l'aise. Le juge semblait stupéfait. Et dans ce silence lourd, chargé et insupportable, j'ai su que tout était sur le point de basculer. Après le divorce, il n'y avait plus qu'Aria et moi. Nous vivions dans un modeste appartement de 2 chambres juste à l'extérieur de Tacoma. L'immeuble n'était pas luxueux, la peinture s'écaillait dans la cage d'escalier, les voisins avaient des horaires étranges, mais c'était chez nous. J'avais un petit balcon où je faisais pousser des succulentes et un courageux plant de tomates. Aria avait décoré sa chambre avec des guirlandes lumineuses et des posters de bébés animaux. Je travaillais à plein temps dans un cabinet dentaire local et j'acceptais des gardes supplémentaires quand je le pouvais. L'argent était rare, mais j'étais fier de ce que nous construisions ensemble, le calme, la stabilité, la paix. Caleb n'était pas très présent. Après la séparation, il s'était installé dans un autre quartier de la ville et ne voyait Aria que les week-ends. C'était son choix. Durant la première année, il n'a même pas cherché à obtenir plus de temps, il semblait satisfait de cette distance. Et pour être honnête, moi aussi. Sa présence dans nos vies avait toujours ressemblé à un nuage d'orage, imprévisible, bruyant, toujours à la limite de quelque chose de plus sombre. Cependant, 2 ans après la finalisation du divorce, quelque chose a changé. Il est devenu agressif, exigeant. Il a commencé à se présenter à l'école d'Aria sans prévenir, à lui envoyer des messages sans arrêt, et à m'insulter devant elle lorsqu'elle ne répondait pas comme il le souhaitait. Quand j'ai tenté de fixer des limites, il a menacé de m'attaquer en justice, prétendant que je montais notre fille contre lui et que je n'étais pas stable. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'avais des preuves, des messages, des visites manquées, aucun antécédent de maladie mentale ni de violence. Je faisais tout mon possible pour protéger Aria. Je pensais que la vérité suffirait. Puis la lettre est arrivée. C'était une enveloppe épaisse scellée du sceau du tribunal. Caleb demandait la garde exclusive. Je me suis assise à la table de la cuisine, tenant les documents à 2 mains. Aria était dans sa chambre, fredonnant tout en créant une vidéo pour sa cousine sur sa tablette. Elle ne savait pas ce qui se passait. Je ne voulais pas qu'elle le sache, pas encore. J'ai d'abord appelé ma mère. Elle a élevé 3 enfants seule après le départ de notre père. Elle est solide, pragmatique et parle toujours avec certitude. Nous allons nous battre, a-t-elle dit dès qu'elle a appris la nouvelle. Tu ne perdras pas ta fille à cause de cet homme. Ensuite, j'ai appelé mon frère cadet, Jess. Il est en 3e année de droit et m'aide à comprendre les procédures juridiques quand elles me semblent être une langue étrangère. Il n'a pas cherché à embellir la situation, ça pourrait devenir très sale, mais ton dossier est solide. Reste calme et documente tout. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire. J'ai organisé chaque capture d'écran, chaque email de l'école, chaque rapport d'incident déposé lorsque Caleb perdait son sang-froid lors des passages de garde. J'ai parlé aux enseignants et aux conseillers d'orientation d'Aria.
J'ai imprimé des années de registres de visite jusqu'à remplir un classeur entier. Pourtant, je ne pouvais me défaire de l'impression que quelque chose clochait. Caleb ne cherchait pas seulement à obtenir plus de temps de garde, il essayait de m'effacer, de me discréditer. Ce n'était pas une question de parentalité, c'était une punition. La semaine précédant l'audience, j'ai à peine dormi. Aria m'a demandé si j'étais malade. J'ai dit que non, que j'étais juste occupé. Elle m'a regardé et a dit « Tu as peur ». Je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai embrassé son front et changé de sujet. Le matin de l'audience, j'ai habillé Aria avec son gilet jaune préféré. Elle a pris sa tablette, comme elle le faisait toujours pour les longues attentes. Je ne savais pas comment la préparer à ce qui l'attendait. Je ne savais même pas si elle serait autorisée à entrer dans la salle. Quand nous avons franchi les portes du tribunal, tout semblait démesuré. Les murs étaient trop blancs, l'air trop immobile. Caleb se tenait à l'avant aux côtés de son avocat, vêtu d'un costume sur mesure, arborant cet air de préoccupation feinte qu'il affichait toujours lorsqu'il voulait passer pour le bon gars. Il m'a regardé droit dans les yeux avec un léger sourire. C'est là que j'ai compris qu'il n'était pas seulement confiant, il pensait qu'il allait gagner. Il pensait avoir déjà gagné. En tenant la main de ma fille, j'ai prié pour que la vérité suffise, pour que tout ce que j'avais fait pour la protéger compte, et pour que le tribunal voie clair dans son jeu. Mais j'ignorais alors ce qu'il manigançait et à quel point la situation allait empirer. La salle d'audience était plus froide que prévu. Pas physiquement, bien que la climatisation soit au maximum, mais par la façon dont elle drainait toute chaleur. Aucun sourire, aucune gentillesse, juste des lignes dures, des chaises rigides et des regards froids. J'étais assise à côté de mon avocate, Lisa Freeman, une femme vive et méthodique qui avait aidé de nombreuses mères célibataires à combattre des demandes de garde injustes. Elle portait un blazer gris anthracite et gardait ses notes parfaitement ordonnées. Je l'appréciais parce qu'elle ne faisait pas de promesses, elle me donnait des faits. De l'autre côté de la pièce, Caleb paraissait d'un calme absolu. Sa posture était droite, sa cravate parfaitement nouée, son expression soigneusement neutre. Il n'était pas l'homme pour qui j'avais pleuré tard le soir ou contre qui j'avais hurlé derrière des portes closes. Il était la version de lui-même qu'il voulait montrer au monde. Le juge est entré, costume gris, lunettes à monture fine, aucun sourire. Il a jeté un œil au dossier devant lui et a fait un signe de tête. Commençons. L'avocat de Caleb, Mark Holston, a ouvert les débats comme s'il récitait un script répété des dizaines de fois. Votre honneur, nous ne sommes pas ici par malveillance, mais par souci du bien-être d'un enfant. Mon client pense que Madame Bennett est émotionnellement instable et que cette instabilité a causé du tort, spécifiquement des dommages physiques, à leur fille, Aria Rost. J'ai senti tout mon corps se tendre. Lisa s'est penchée vers moi, ne réagissez pas. Pas encore, a-t-elle chuchoté. Puis il a lâché, Madame Bennett a frappé sa fille lors d'une crise émotionnelle il y a tout juste 3 semaines. Nous avons des documents, des preuves photographiques et des témoignages pour étayer cela. Je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est faux. Le juge a levé la main pour me faire taire. Vous aurez votre tour, Madame Bennett. Holston a sorti une pochette Kraft et l'a remise à l'huissier. À l'intérieur se trouvaient 4 photos. Des bleus, de petites marques sombres sur ce qui ressemblait au haut du bras et à l'épaule d'Aria. Les dates étaient récentes. Mon souffle s'est coupé. Ils avaient l'air réels. Le juge les a étudiés attentivement. Sa mâchoire s'est contractée. Il m'a regardé pour la première fois, non pas avec curiosité, mais avec méfiance. Lisa s'est levée. Votre honneur, ces images ne nous ont pas été communiquées préalablement. Nous nous opposons à leur présentation sans authentification appropriée. Mais le mal était fait. Le juge a baissé les yeux, elles seront admises en attendant vérification. Je me suis tourné vers Aria. Elle était assise tranquillement derrière moi avec son tuteur ad litem. Elle semblait minuscule dans cette chaise trop grande, ses jambes balançant légèrement, sa tablette serrée contre elle. Son visage était pâle. Elle refusait de me regarder. J'ai murmuré à Lisa, je ne l'ai jamais touché. Je ne l'ai jamais frappé. Il ment. Elle a hoché la tête, nous allons contester cela, mais il joue sur l'émotion. Nous devons être plus malins. Caleb a été appelé à la barre. Il s'est avancé comme un acteur chevronné montant sur scène. Votre honneur, a-t-il commencé d'une voix basse et assurée, j'aimerais ne pas avoir à être ici. Je n'aurais jamais imaginé devoir combattre la femme que j'ai aimée. Mais je ne peux pas laisser Aria dans un foyer où elle a peur. Elle est venue chez moi en pleurant. Elle a dit que sa mère lui avait hurlé dessus, l'avait saisie, puis s'était enfermée dans sa chambre pendant des heures.
Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai documenté les bleus et je les ai apportés ici aujourd'hui. Il a marqué une pause, déglutissant difficilement. Je n'essaie pas d'enlever Arya pour blesser Saré. Je veux juste qu'elle soit en sécurité. C'était magistral, calculé, presque convaincant, à moins de bien le connaître. À moins d'avoir vécu avec la version de lui qui jetait des tasses de café quand les disputes ne tournaient pas à son avantage. Qui disparaissait pendant des jours pour revenir avec des excuses et du charme. Qui se tenait dans ce tribunal en prétendant être un père dévoué tout en essayant de détruire la seule personne qui avait protégé leur fille à travers tout. J'avais le cœur au bord des lèvres. Lisa a demandé une suspension d'audience pour examiner les photos. 10 minutes nous ont été accordées. Je suis sorti dans le couloir et me suis appuyé contre le mur frais. C'est alors qu'Arya est venue vers moi. Elle m'a regardé d'un air nerveux. « Maman, est-ce que ça va ?» Je me suis baissé pour être à sa hauteur. « Ça va. Et toi ?» Elle a hésité. Je ne voulais rien dire, mais je pense que je dois le faire. J'ai froncé les sourcils. « À quel sujet ?» Elle a baissé les yeux vers sa tablette. « J'ai enregistré quelque chose la nuit où il dit que tu m'as fait du mal. Je n'étais pas sûr de devoir le montrer, mais je pense que je devrais. » Elle tenait sa tablette fermement, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. À ce moment-là, j'ignorais ce qu'il y avait dessus. Mais je savais que cet enregistrement était peut-être notre seule chance de faire éclater la vérité. Je me suis agenouillé devant elle dans ce couloir calme où résonnait le bourdonnement lointain des voix. Ma poitrine était encore oppressée par ce qui s'était passé dans la salle d'audience. Les photos, les mensonges, le regard triomphant de Caleb, tout cela s'est effacé quand Arya a murmuré « Je crois que je dois montrer au juge ce qui s'est vraiment passé. » Elle m'a tendu sa tablette rose, celle qu'elle emportait toujours lors des longs trajets ou des journées d'attente à mon travail. Elle était couverte d'autocollants, la housse s'effilochait sur les bords. Elle a ouvert une vidéo dans la galerie. « C'est de cette nuit-là » a-t-elle dit. « Quand il est venu me déposer tard et que tu lui as dit de ne pas entrer. » Ses petits doigts survolaient le bouton de lecture. « Tu as enregistré ça ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais peur. Je me suis dit que si quelque chose arrivait, je devrais garder une trace. Je l'ai regardée dans les yeux. Elle ne pleurait pas. Elle ne tremblait pas. Elle était sérieuse, calme, consciente de l'importance de son geste. Lisa est sortie à ce moment-là. Nous devons y retourner bientôt. S'est-il passé quelque chose ? Je me suis levé et lui ai fait signe d'approcher. Vous devez voir ça. Arya a lancé la vidéo. Cela commençait dans sa chambre. L'angle de vue, depuis son étagère, était légèrement incliné, montrant l'entrée et un coin de son lit. La voix de Caleb était reconnaissable entre toutes, forte et colérique. Il n'hurlait pas, mais son ton était tranchant et montait en intensité. « Tu ne réponds pas à mes appels, Saré. Tu penses pouvoir m'exclure de sa vie ?» disait-il hors champ. « Je t'ai demandé de ne pas entrer. »« Il est presque minuit, elle a école demain, » répondais-je. Ma voix sur la vidéo paraissait fatiguée mais ferme. La caméra a légèrement tremblé. Puis vint le moment crucial. Caleb est apparu dans le cadre. Sa main s'est tendue vers Arya, la tirant par le bras vers le couloir. Elle a trébuché. Il ne l'a pas frappée, mais il l'a secouée assez fort pour qu'elle pousse un cri. « Tu viens avec moi » a-t-il lancé. « Non » a crié Arya en pleurs. « Je veux rester avec maman. » Puis ma voix à nouveau, « Lâche-la. » La caméra n'a pas montré mon visage, mais elle a capté le sien. Il a regardé en arrière, furieux, et a lâché le bras d'Arya. Elle est retombée sur son lit. Puis la porte a claqué. La vidéo s'est arrêtée. Lisa est restée silencieuse. Puis elle a regardé Arya. « Comprends-tu ce que montre cette vidéo ?» Arya a hoché la tête. « Serais-tu prête à dire au juge ce qui s'est passé ?» Un nouveau signe de tête. Elle s'est redressée. « Je veux qu'il sache la vérité. » Nous sommes retournés dans la salle d'audience avec cette tablette comme s'il s'agissait de la preuve la plus importante au monde et elle l'était. Lisa a demandé la parole et a sollicité que Arya soit autorisée à s'exprimer. Le juge a haussé un sourcil mais a accepté. Brièvement, a-t-il précisé. Arya s'est avancée, utilisant sa tablette comme un bouclier. Le juge s'est penché vers elle. Elle a levé les yeux et a dit clairement « Mon papa a menti. J'ai une vidéo de ce qui s'est vraiment passé. Je l'ai enregistrée cette nuit-là parce que j'avais peur. » Elle a remis la tablette à l'huissier. Le juge a regardé la vidéo dans un silence total. Personne ne bougeait.
Caleb restait immobile, mais son expression s'est décomposée. Son pied a commencé à s'agiter, le visage de son avocat a pâli. Lorsque la vidéo s'est terminée, le juge a fixé Caleb longuement. Puis il a demandé doucement à Aria, « Est-ce bien ce qui s'est passé ?» Elle a hoché la tête. « Oui. Ma maman ne m'a pas fait de mal. C'est lui. » Lisa s'est tournée vers moi, sa voix était un murmure, « Vous venez de regagner votre dossier. » Je ne pouvais pas parler. La pression dans ma poitrine, cette peur que je portais depuis des semaines, s'est dissipée peu à peu. J'ai regardé ma fille, ma courageuse et brillante fille, et j'ai réalisé qu'elle avait fait ce qu'aucune preuve ou témoignage n'aurait pu accomplir. Elle avait dit la vérité, sans peur, et cela changeait tout. La salle d'audience n'était pas seulement silencieuse, elle était sidérée. Après que le juge eut visionné les images, on a pu sentir toute l'atmosphère basculer. Même l'air semblait plus lourd. C'est ce genre de silence qui s'installe quand une vérité frappe trop fort pour être ignorée. Le juge est resté immobile, tenant la tablette comme si elle pesait bien plus que du plastique et du verre. Puis il a regardé Aria. « Merci d'avoir été honnête », a-t-il dit. Sa voix était calme, mais son expression avait changé. Le doute s'était envolé. Il s'est alors tourné vers Caleb. « Monsieur Rost, veuillez vous lever. » Caleb s'est levé lentement. Il était livide. Pour la première fois de l'audience, il paraissait incertain. Le juge a poursuivi, « Ce tribunal prend les allégations de maltraitance très au sérieux. Votre déclaration sous serment affirmait que la mère avait physiquement blessé votre fille. Vous avez fourni des photographies comme preuve, et pourtant la vidéo que nous venons d'examiner raconte une toute autre histoire. » Caleb s'est agité. Son avocat a tenté de lui chuchoter quelque chose, mais le juge a levé la main. Pas d'interruption. Je n'ai pas fini. Lisa était assise à mes côtés, les bras croisés. Elle ne souriait pas, mais j'ai vu la tension dans ses épaules se relâcher enfin. « Il est dans de beaux draps », m'a-t-elle murmuré. Le juge a soulevé le dossier contenant les photos soumises par Caleb. Nous allons ouvrir une enquête sur l'origine de ces images. S'il s'avère qu'elles ont été falsifiées, soumises sous de faux prétextes ou mises en scène, il y aura des conséquences juridiques, parjure, fraude et possible mise en danger d'un mineur. Caleb a fini par parler. « Votre honneur, cette vidéo est sortie de son contexte. » Le regard du juge s'est durci. Le contexte semble limpide. Vous avez saisi de force le bras de votre fille et tenté de l'emmener contre son gré. L'enfant a clairement exprimé qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Cela seul soulève de graves inquiétudes. L'avocat de Caleb a tenté une dernière fois. « Votre honneur, nous devrions peut-être demander un report pour examiner davantage. » « Non », a interrompu le juge d'un ton ferme. « Ce n'est pas un débat. Vous avez apporté ces accusations dans ma salle d'audience, présenté des preuves falsifiées et tenté de manipuler ce tribunal pour séparer une mère de son enfant. C'est une chose que je ne permettrai pas. » J'ai regardé Aria. Elle serrait ses genoux contre elle, le visage caché. Son tuteur lui frottait doucement le dos. Elle avait tenu bon, mais je savais qu'elle n'était qu'une enfant essayant d'être courageuse dans un monde qui n'aurait jamais dû l'exiger. Le juge s'est tourné vers moi. « Madame Bennett, sur la base des preuves présentées aujourd'hui, je rejette la demande de garde exclusive du père. Avec effet immédiat, vous obtenez la garde physique et légale principale d'Aria Rost. » Ma gorge s'est nouée. Je n'ai pas pleuré, pas encore, mais le soulagement a été si violent que j'ai eu du mal à respirer. Il a continué. « Monsieur Rost, vous ne bénéficierez que de visites supervisées en attendant les résultats de l'enquête. Une évaluation formelle sera ordonnée. Ce tribunal donne la priorité au bien-être des enfants avant tout, et pour l'instant, vos actions suggèrent que vous n'agissez pas dans l'intérêt supérieur de votre fille. » Caleb n'a rien dit. La salle est restée silencieuse pendant que le juge terminait sa déclaration et frappait de son marteau. C'était fini. Quand je me suis tourné vers Aria, elle me regardait avec des yeux écarquillés. Je me suis agenouillé et j'ai pris ses mains. « Tu as été tellement courageuse », ai-je chuchoté. « Tu as dit la vérité, et cela a aidé le juge à tout voir clairement. » Elle a hoché la tête sans parler, ses petits doigts serrant les miens. Nous avons quitté le tribunal ensemble. Dehors, le ciel était toujours gris, mais l'air semblait différent, comme si nous sortions de l'ombre. Ma mère attendait sur le trottoir. Quand elle nous a vus, elle a couru vers nous et nous a serrés si fort que j'en ai eu le souffle coupé. « Je savais que la vérité éclaterait », a-t-elle dit. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne de cette petite tablette. Moi non plus. J'étais entré dans ce tribunal terrifié à l'idée de perdre la personne la plus importante de ma vie.
J'en sortais en sachant que, peu importe ce que Caleb tenterait, nous avions quelque chose de plus fort que ces mensonges. Nous avions la vérité, et nous avions l'une l'autre. Le lendemain de l'audience, Aria a fait une grasse matinée pour la première fois depuis des semaines. D'habitude, elle se réveillait tôt, pleine d'énergie. Mais ce matin-là, elle est restée blottie sous sa couverture, serrant son éléphant en peluche. Je l'ai laissé dormir. Je me suis assise seule dans la cuisine, mon café intact, regardant la lumière du soleil filtrer à travers les stores. Le silence était différent désormais, calme, apaisé, comme si la guerre dans mon corps avait enfin pris fin. Je n'attendais plus que le téléphone sonne. Je ne vérifiais plus mes emails nerveusement. Pour la première fois en 2 ans, je n'avais plus peur de ce que Caleb pourrait faire. Plus tard dans l'après-midi, Aria m'a rejointe dans la cuisine et a grimpé sur mes genoux. Elle a posé sa tête sur mon épaule avant de dire « Je ne savais pas si j'avais bien fait ». Je l'ai serré plus fort. « Tu as fait bien plus que ce qu'il fallait. Tu as dit la vérité et tu as été si forte. » Elle m'a regardé, mais j'ai encore peur parfois. J'ai acquiescé. C'est normal. Ce qui s'est passé n'était pas bien. Tu as le droit d'avoir peur, mais nous sommes en sécurité maintenant. Personne ne t'enlèvera à moi. Ce moment est resté gravé en moi. Car même si je voulais refermer ce chapitre, la guérison ne suit pas un calendrier. Le jugement nous a protégés, mais il n'a pas effacé les blessures. Il n'a pas empêché Aria de sursauter quand quelqu'un élève la voix, ni moi de vérifier 2 fois les verrous avant de dormir. Mais cela nous a rendu quelque chose que nous avions perdu depuis longtemps, le contrôle. J'ai commencé à emmener Aria chez un thérapeute pour enfants, quelqu'un de doux qui la laissait dessiner quand les mots lui manquaient. Avec le temps, elle s'est ouverte. Elle a raconté ce qu'elle avait vu et pourquoi elle avait décidé d'enregistrer cette scène. Un jour, elle a dit au thérapeute « Je ne voulais simplement pas qu'il croie un mensonge ». Cette phrase a résonné en moi. Elle comprenait bien plus qu'un enfant ne le devrait. Mais elle n'est pas devenue amère pour autant. Elle est restée gentille, curieuse et réfléchie. Le mal que son père a tenté de causer ne l'a pas défini. Cela a aiguisé ses instincts, mais n'a pas durci son cœur. Quant à moi, j'ai commencé à témoigner dans des groupes de soutien locaux. Je n'aurais jamais imaginé tenir ce rôle. Mais quand je partageais mon histoire, les mensonges au tribunal, les preuves falsifiées, le moment où ma fille s'est levée pour reprendre notre vérité, je voyais les visages s'éclairer. D'autres femmes hochaient la tête, certaines pleuraient. Une femme m'a approché après coup, je pensais être la seule. Cela a déclenché quelque chose en moi. Je savais que je ne pouvais plus me taire. Caleb envoie encore des messages. Son avocat a tenté de faire appel, mais la preuve vidéo a clos le débat rapidement. Il subit actuellement une évaluation de garde, en attendant, ses visites restent supervisées. Il n'y a plus de nuit chez lui, plus de manipulation, plus de distorsion de la réalité au point de me faire douter de ma propre mémoire. Je me réveille encore certains matins avec une boule au ventre, mais elle finit par passer. Je me rappelle que nous avons traversé cela. Que ma fille s'est levée face à la peur pour dire la vérité, même si cela signifiait s'opposer à son propre père. Que je me suis tenu à ses côtés même quand personne d'autre ne me croyait. Les gens pensent que la force est bruyante, qu'il s'agit de crier ou de se battre. Mais j'ai appris que la force est plus silencieuse. C'est la décision de continuer quand le monde vous traite de menteuse. C'est tenir la main de votre enfant quand votre voix tremble. C'est choisir de croire en la vérité quand les mensonges sont plus faciles à vendre. Si vous devez retenir une chose de notre histoire, que ce soit celle-ci, la vérité a un pouvoir. Même dans une salle d'audience liguée contre vous, même quand les mensonges paraissent polis et professionnels, même quand vous êtes épuisé et seul. La vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle mesure 1,20 m, tient une tablette rose et dit « J'ai enregistré ce qui s'est réellement passé ». Ce moment a tout changé pour Aria, pour moi, et pour toutes les femmes à qui l'on a dit qu'elles étaient trop émotives pour être crues. Nous n'étions pas faibles. Nous attendions le bon moment pour parler, et nous l'avons fait. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer la vidéo. Cela aide plus de gens à entendre des récits comme le mien, des histoires trop souvent réduites au silence ou ignorées. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, partagez cette vidéo. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Je lis chaque commentaire, alors si vous avez une histoire à partager ou si vous voulez simplement dire que vous croyez les survivants, laissez un mot ci-dessous. Vos paroles comptent plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez écouter d'autres histoires vraies et puissantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté. Et surtout, merci de croire en la vérité.